Il y a deux aspects qu'il ne faut absolument pas occulter. C'est d'abord le corps médical. Convaincre le corps médical, expliquer au corps médical ce que sont ces nouvelles pathologies émergentes dont témoignent non seulement l'électro-hypersensibilité, mais aussi la sensibilité multiple aux produits chimiques. C'est exactement le même type de pathologie. C'est ce que nous avons démontré, ces deux versants d'une même pathologie qui concerne essentiellement le système limbique, c'est ce que nous avons démontré, ainsi que le thalamus. Je ne dis pas que l'hypothalamus n'est pas concerné, mais c'est essentiellement le système limbique qui est le centre de la mémoire, le centre du sommeil et le centre des émotions. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a l'aspect juridique. Il faut que le droit évolue. Et je suis à peu près convaincu, dans ce que j'ai pu entendre de ci, de là, au contact d'avocats et au contact de spécialistes du droit, que ce droit devrait évoluer. Et ça, c'est dès maintenant que nous pouvons faire ce travail. J'ajouterai enfin que le combat n'est pas uniquement franco-français. Alors je salue bien sûr cette initiative, mais le combat, il est mondial, il est européen. Alors maintenant, passons un petit peu, si vous voulez, à l'aspect scientifique des choses au sein de la médecine. Alors, la prochaine, voilà. Vous avez maintenant un article scientifique qui est publié dans une revue américaine internationale qui fait état de nos 8 années de recherche. C'est un article préliminaire. Il devrait y avoir 5 à 10 articles qui vont arriver dans les 18 mois qui viennent. Nous allons décrire la maladie au niveau clinique. C'est une pathologie tout à fait reconnaissable. Et ma question est la suivante. Combien y a-t-il de médecins dans cette salle? Levez la main, s'il vous plaît. Bon, donc c'est un premier pas qui est important. Je vais m'excuser un petit peu pour les autres parce que je vais aller assez vite sur des données qui sont tout de même médico-scientifiques et donc, si vous voulez, mais je suis sûr que mes collègues médecins verront ce que je veux dire. Alors, vous avez un site qui est en haut, qui est consultable non seulement par les professionnels de santé, car il est assez élaboré, mais également par les personnes électro-hypersensibles ou atteintes de sensibilité multiple aux produits chimiques. Je ne vais pas revenir sur ce qui se passe. Il y a eu une évolution technologique tout à fait considérable lors du dernier siècle, de l'électricité, des radiofréquences. Alors ça va maintenant jusqu'à la technologie sans fil. Donc tout ceci, c'est une progression, une fuite en avant du progrès technologique. Il y a tout de même des factures à payer, vous voyez, les cancers, l'électrocution d'abord, les cancers, le syndrome des micro-ondes dont nous a parlé Pierre Leruse, les cancers à nouveau, les problèmes d'ADN, etc., et l'électro-hypersensibilité. La suivante, s'il vous plaît. Alors là, alors ça, c'est tout simplement pour vous dire que c'est tout le spectre électromagnétique. Et là, j'ai une notion très importante à vous dire. On peut commencer par l'électro-hypersensibilité, donc être sensible à des radiofréquences ou des hyperfréquences, et puis petit à petit évoluer vers l'ensemble du spectre électromagnétique, devenir intolérant aux champs électromagnétiques de basse ou extrêmement basse fréquence. Ceci, j'ai vu, dans les schémas que j'ai vus, j'ai le cas d'une jeune femme qui habitait Marseille, qui est devenue aveugle, j'en ai 2 ou 3 comme ceci, tout simplement parce qu'elle ne pouvait plus tolérer la lumière du jour, en raison de cette électro-hypersensibilité qui allait bien au-delà, si vous voulez, de l'infrarouge, puisqu'on arrivait, si vous voulez, à la lumière visible. Donc, vous avez les basses fréquences, extrêmement basses fréquences, puis là-haut, ça va jusqu'au rayonnement X et gamma. Tout ceci sont les champs électromagnétiques. Alors, pas de confusion pour ceux qui ne sont pas physiciens, ça n'a rien à voir avec les ultrasons. Alors, l'écho-doppler cérébral pulsé que nous faisons, ce sont des ultrasons, c'est pas du tout la même catégorie d'ondes, et donc là, c'est pas du tout, c'est bien toléré. La suivante, s'il vous plaît. Alors, réponse à notre ami Pierre pour ce qui est de la différence entre intolérance, sensibilité et susceptibilité. Ces 3 termes assez difficiles à comprendre pour ceux qui ne sont pas, si vous voulez, spécialisés dans ce domaine. L'intolérance, ce sont, si vous voulez, des symptômes, des effets clinico-biologiques des champs électromagnétiques. L'électrocution rentre dans les intolérances, mais on peut être intolérant, si vous voulez, tout simplement, sans être électro-hypersensible. Bon. Alors, la sensibilité, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est vrai que Pierre Leruse a dit que nous étions tous électrosensibles. C'est ce qu'on appelle, ça rentre dans le cadre de la magnétoréception. Par exemple, les oiseaux sauvages, ils s'orientent avec la lumière visible et surtout avec les champs électromagnétiques naturels qui, comme vous l'a dit M. Van der Vos, sont des champs électromagnétiques non polarisés.
Ça, c'est essentiel. Ce qui fait la gravité des champs électromagnétiques humains, c'est le côté polarisé, c'est-à-dire des ondes dans une seule direction. Et ça, l'article, je l'ai lu aussi, bien sûr, est excellent et très important. Alors, quelle est la définition de l'électro-hypersensibilité, puisque nous sommes tous électrosensibles? Eh bien, c'est deux notions essentielles. C'est d'abord l'abaissement du seuil de tolérance, pour des raisons X qui ne sont pas encore connues. Autrement dit, alors, Pierre-Louis vous dit que c'est l'hypothalamus, très bien, moi je pense que c'est plutôt le système limbique ou autre, mais on ne sait pas. Bon, abaissement du seuil de tolérance, ça veut dire que ces malades-là, les électro-hypersensibles, vont être intolérants pour des intensités de champs électromagnétiques près de zéro. Et les magnétiseurs d'autrefois, c'est ça, ils détectent les champs électromagnétiques, tout simplement, mais que personne d'autre n'est capable de détecter. Donc, si vous voulez, ça c'est un premier critère. Le deuxième critère, c'est, si vous voulez, l'extension de l'intolérance à l'ensemble du spectre des fréquences, à l'ensemble du champ électromagnétique. Voilà la définition de l'électro-hypersensibilité. Je rajouterai une chose dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est qu'on est électro-hypersensible, d'abord, mais on peut devenir MCS, c'est-à-dire Multiple Chemical Sensitivity après, ou vice-versa, on commence par une hypersensibilité aux produits chimiques, et ça va évoluer vers, si vous voulez, l'électro-hypersensibilité. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas dissocier aujourd'hui, et je dirais au niveau scientifique bien sûr, mais au niveau stratégique aussi, le HS du MCS. Ça c'est absolument, parce que le MCS est reconnu en partie par l'OMS. Et donc c'est un point d'appui, c'est ce que je vous dirais, nos négociations avec l'OMS actuellement, car nous sommes en permanence avec la Commission européenne en négociation, avec le CENIR notamment, mais également avec l'OMS. Donc si vous voulez, c'est cela qu'il faut bien comprendre aujourd'hui. Alors, la susceptibilité, c'est complètement autre chose. N'importe qui ne devient pas électro-hypersensible ou MCS. Vous avez, ce qu'on pensait jusqu'à maintenant, c'est qu'il y avait un côté inné, génétique, avec des gènes de susceptibilité. Alors ceci a bien été démontré pour le MCS, ça ne l'est pas encore pour le HS. Nous sommes travaillons avec Ardel sur un avant-projet qui est de collecter les familles d'électro-hypersensibles, car il y a des familles d'électro-hypersensibles où l'aspect génétique est manifestement en place. Mais, et ça c'est la grande révolution, si vous voulez, c'est l'épigénétique. Ça, on ne peut plus maintenant faire de biologie sans parler d'épigénétique. Et c'est la raison, moi je vous ai préparé un topo pour les médecins, bon, ben, alors c'est pas facile de comprendre, mais disons qu'il y a une hérédité acquise sans l'aide des gènes. C'est ce qui va être expliqué dans mon prochain bouquin. Et il est évident que d'être exposé en permanence, même si vous n'avez pas les gènes de susceptibilité au champ électromagnétique ou MCS, eh bien, vous pouvez devenir tout de même MCS ou électro-hypersensible, tout simplement avec une exposition prolongée au champ électromagnétique ou aux produits chimiques, tout simplement par des mécanismes épigénétiques qui sont acquis, cela. Voilà, donc même si vous n'avez pas les gènes, vous pouvez devenir électro-hypersensible. Alors, aujourd'hui, c'est 5% à peu près en Europe, enfin c'est entre 2 et 10% en Europe de gens électro-hypersensibles. Il est évident que les prévisions, c'est 50% dans les 50 ans qui viennent. Il faut savoir que les champs électromagnétiques, c'est un fléau, nous sommes à la veille d'un fléau de santé publique majeur. Alors ça, il est évident que si vous voulez, ce genre de choses va se faire petit à petit au niveau de la communauté scientifique. Nous avons, je pense, été un starter actuel, parce qu'avant ça tournait en rond, maintenant il y a des équipes américaines, pour vous dire, le Harvard Medical School nous a contactés pour travailler ensemble. Donc nous ne sommes plus du tout dans un petit aspect de recherche franco-française qui est complètement nul au niveau international. Nous sommes bien sûr en dehors de tout ça. Voilà. Alors très rapidement, une série, vous voyez, ça c'est l'article, 1216 malades, c'est la plus grande série mondiale. Nous sommes à plus de 1500 malades examinés, que j'ai personnellement examinés, investigués grâce à mes collaborateurs qui sont là-bas. Il faut retenir, c'est que les femmes sont plus souvent atteintes d'électro-hypersensibilité que les hommes. Il y a 2 femmes pour un homme. Donc là, il y a une sensibilité liée au sexe. Alors il y a sûrement, on n'a pas toujours les mêmes gènes entre les hommes et les femmes. Donc là, il y a un problème qu'on a pu mettre en évidence. Alors vous voyez que dans notre série, EHS, 521 cas, MCS, 52 cas, EHS plus MCS, 154 cas. Vous voyez que très souvent, il y a l'association des deux. La suite, s'il vous plaît. Voilà, alors ça, ce sont les marqueurs biologiques que nous avons mis en évidence. Alors, ils ont pratiquement, très souvent,
un déficit profond en vitamine D. Ce n'est pas le petit déficit qu'on voit dans la population, c'est un déficit profond en vitamine D. L'histamine, dans 40% des cas, vous avez une augmentation de l'histamine dans le sang qui va du double à 10 fois plus. Donc et l'histamine, c'est pas l'histamine vue sous l'angle de l'allergie qui est à prendre en considération, c'est l'histamine médiateur de l'inflammation. Ce qui veut dire que nous avons la preuve indirecte qu'il y a une inflammation. Et bien sûr, avec les résultats que nous avons obtenus, c'est une neuroinflammation. Ce sont liés au champ électromagnétique, ce sont des malades qui ont de l'inflammation dans le cerveau. Il y a des anticorps anti-IgE dans 10% des cas à peu près. Alors, deux molécules excessivement importantes que nous sommes les premiers au monde à avoir investigué, la protéine S100B et la nitrotyrosine. Pourquoi c'est important? Parce que ce sont deux marqueurs de l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Et donc ça, nous avons ça d'à peu près une fois sur deux. Et ça concerne aussi bien les électrohypersensibles que les gens qui sont sensibles aux produits chimiques. Les HSP27 et HSP70, ce sont ce qu'on appelle des protéines chaperones. C'est, si vous voulez, ça rentre dans un cadre de stress cellulaire, ça signifie la souffrance, en particulier cérébrale, de ces malades. Et puis les anticorps anti-myéline, c'est tout simplement des anticorps dirigés contre la substance blanche du cerveau. Voilà ce que nous avons mis en évidence. Et puis, très souvent, il y a la mélatonine urinaire. Vous savez que la mélatonine, c'est une molécule anti-stress oxydant. Elle est diminuée chez pratiquement tous les malades. Alors tout ceci va être confirmé dans les travaux qui vont suivre. Voilà, nous en sommes. La suite, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ça n'était pas suffisant. Ce que nous avons fait d'abord, c'est d'étudier par ce fameux échodoppler cérébral pulsé. Malheureusement, il n'y a qu'une machine fonctionnelle en France. Donc, si vous voulez, les malades sont obligés de venir sur Paris. Ça, je ne peux pas faire autrement. Si on veut faire ce test-là, il n'y a qu'à Paris qu'on peut le faire. J'y peux rien, c'est comme ça. Voilà. Vous avez, alors, ça combine un ordinateur et ce qu'on appelle un turbosismographe. Ce sont des ultrasons. Ça explore les lobes temporaux pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure avec le système limbique. Vous avez un spectre ici où tout est rose, tout est rouge, c'est normal. Là, c'est la vie en rose. Bon. La suite, s'il vous plaît. Alors, ça étudie en fonction de l'intensité des champs des ultrasons. Vous avez donc des régions du cerveau qu'on analyse. La suite, s'il vous plaît. Voilà, alors là, c'est la vie plus en rose. Mais la vie en rose en haut, en bas c'est en jaune ou en bleu. Merci, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que c'est jaune ou bleu, ça veut dire que votre cerveau, il y a un flux vasculaire qui est diminué. Ça ne fonctionne plus, il n'y a plus de sang qui circule dans les vaisseaux. Nous faisons maintenant, couplé à cela, ce qu'on appelle un décodoppler de la cérébrale moyenne pour analyser au-delà des lobes temporaux, au niveau des hémisphères, ce qui se passe dans 60% des hémisphères par cette fameuse échodoppler de l'artère moyenne. Allez, la suite, s'il vous plaît. Je reviens sur ce que j'ai dit. Ça n'est pas spécifique. C'est pas parce que vous avez un échodoppler cérébral pulsé que vous avez forcément que vous êtes électrosensible. C'est un ensemble d'éléments qui va nous permettre de porter le diagnostic. Or, ce qui se passe, vous voyez ici, là, dans ces régions-là, ces deux régions qui sont là, qui correspondent aux aires capsulothalamiques, au niveau du système, donc au niveau des lobes temporaux, eh bien, c'est là que commence la maladie d'Alzheimer. On sait pertinemment qu'une maladie d'Alzheimer commence par une neuroinflammation au niveau de ces zones capsulothalamiques, c'est-à-dire en particulier avec atteinte du système limbique. L'Alzheimer, c'est d'abord et avant tout une atteinte du système limbique. Ça commence très souvent par des troubles de l'olfaction, d'ailleurs, comme si vous voulez, les MCS. Et voilà. Nous avons la preuve que les champs électromagnétiques peuvent donner des Alzheimer, ça c'est clair et net, et nous n'avons pas la preuve que l'électrohypersensibilité peut donner des Alzheimer. J'en vois quelques-uns, mais ce n'est pas suffisant. EHS et MCS, même combat, même maladie, deux versants de la même pathologie. Alors, similitude symptomatique au plan clinique, ça ce sera publié dans les mois qui viennent. Anomalité biologique similaire, exactement la même chose. Je n'ai pas les résultats là, mais c'est dans l'article, si vous voulez, vous y référez. Ouverture de la barrière hémato-encéphalique dans les deux parts, pareil. Association 6e MCS chez le même malade, c'est tout de même un peu fort ça. Résultat thérapeutique, même protocole, même résultat. Donc nous sommes là sur une pathologie qui est absolument commune entre les deux. Et donc, ça veut dire quoi en pratique? Si vous êtes EHS, il faut vous prémunir contre les produits chimiques, donc faire comme si vous étiez déjà MCS, c'est-à-dire vinaigre blanc et savon de Marseille, bien sûr, supprimer tous les trucs. Et si, inversement, vous êtes MCS, il faut également vous prémunir contre les champs électromagnétiques.
Voilà. Ça, c'est un petit peu compliqué. Nous avons donc échafaudé maintenant un schéma qui est reconnu dans le monde entier, qui part du principe que, si vous voulez, il y a des stressors, il y a la microbie qui joue, les mastocytes aussi. On sait que l'histamine est synthétisée par les mastocytes. On sait que l'histamine est capable de créer un stress oxydant. Il y a une rupture de la barrière hémato-encéphalique à cause de ce stress oxydant. Et puis, vous avez, à partir du moment où il y a une barrière qui est rompue, migration des cellules inflammatoires du sang dans le cerveau, ce qui va aggraver la neuroinflammation et qui prédomine au niveau de cette zone capsulothalamique qui implique donc non seulement le système limbique, qui explique les symptômes cliniques, et le thalamus. Ça, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est de l'hypothalamus, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Le grand risque n'est pas tellement, si vous voulez, le cancer. Ça, c'est possible, mais ce n'est pas tellement ça. Le véritable risque, il y en a deux véritables risques. C'est d'abord l'aggravation ou l'induction d'une neuropathie dégénérative du cerveau. L'Alzheimer, mais pas uniquement l'Alzheimer, les syndromes parkinsoniens, j'ai les Parkinson qui semblent être liés au champ électromagnétique, la sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques, il y a un article qui vient de paraître, où les symptômes d'ailleurs, très souvent, j'ai récupéré des diagnostics, des gens qui étaient classés comme sclérose en plaques, qui sont venus me voir, et en fait c'était une électro-hypersensibilité. Et avec le traitement, ils n'ont jamais rechuté de leur pseudo-sclérose en plaques. Donc vous voyez que c'est une médecine qui est en train de naître. Il y aura un livre complet consacré à cela, qui va s'intituler « Les nouveaux parias », pour 2017, dans lequel nous allons faire état, avec d'autres bien sûr, de tous nos travaux. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, oui, j'ai passé tout de même sur les troubles cognitifs de l'enfant. Je dois rencontrer la semaine prochaine une Américaine qui est Barbara Domnex, qui travaille au Muséum d'histoire naturelle. Vous savez qu'aux États-Unis, vous avez 10% des enfants qui ont une baisse du QI de 5 points. C'est catastrophique. Et donc, les champs électromagnétiques font partie des causes de cette baisse de QI chez les enfants. Donc, les troubles cognitifs sont absolument essentiels. Et il faut que la loi absolument aille dans la médecine, dans les maternelles, dans la médecine, etc. Il faut y aller. Ça va venir assez rapidement. Alors, l'Alzheimer, voilà. Il y a 20 articles qui montrent que les champs électromagnétiques de faible, de basse fréquence ou d'extrêmement basse fréquence provoquent de l'Alzheimer. Voilà. Donc ça, c'est absolument, avec une méta-analyse qui est positive, ça c'est absolument démontré dans la communauté médico-scientifique internationale. Alors, c'est pas les portables, ni les DECT, etc., mais ça c'est clair. Et il n'y a aucune raison pour que les radiofréquences et hyperfréquences ne soient pas non plus impliquées dans l'Alzheimer. Je vous rappelle, les données de l'OMS aujourd'hui, il y a 30 millions d'Alzheimer dans le monde, 1 million en France. Aujourd'hui, nous avons l'explication pourquoi les études épidémiologiques ou de provocation sont négatives. Alors là, vous avez bien sûr les opérateurs qui se gargarisent en disant on va le prouver, etc. Et bien c'est tout simplement parce que, d'une part, si vous voulez, les malades qu'ils ont recrutés n'ont pas été choisis en fonction de critères d'inclusion objectifs, et surtout parce qu'il existe des troubles cognitifs qui sont quasi constants chez ces malades-là. Autrement dit, ils ont une perte de la mémoire immédiate, des troubles de l'attention, de la concentration. Donc maintenant, c'est en train de naître au niveau de la communauté médico-scientifique internationale. Il est clair que si vous voulez, ces troubles cognitifs sont à considérer et peuvent expliquer pourquoi un certain nombre d'études sont négatives. Allez, la suite, voilà. Alors le traitement, si vous voulez, il est ce qu'il est. C'est pas un traitement miracle. C'est un traitement qui est basé par, si vous voulez, essentiellement des produits naturels, ginkgo biloba et la papaye fermentée. Et ça, nous avons démontré, grâce à une étude qui a été faite avec les Japonais, que ça restaure le flux sanguin chez un certain nombre de malades. Les antihistaminiques, bien sûr, chez les malades qui ont un taux d'histamine qui est augmenté. Les antioxydants, hein, la L-carnosine est un bon médicament. Des tonifiants du système nerveux, et puis bien sûr, un point essentiel aujourd'hui, c'est que ce traitement n'est pas suffisant, il faut un sevrage électromagnétique complet associé à ce traitement pour avoir une vie à peu près normale. Aujourd'hui, dans notre série, nous avons à peu près 60% des malades qui retrouvent une vie presque normale grâce à ce traitement associé à cette protection. Voilà, je vous remercie.